15 mars 2026. Il est exactement 18h45 quand le combiné retombe sur son socle dans le bureau présidentiel de l'Élysée. Emmanuel Macron reste figé, le teint cireux comme vidé de son sang. Ce qu'il vient d'entendre va bouleverser sa présidence. Sébastien Lecornu, l'homme qu'il avait installé à Matignon 18 mois plus tôt, vient de lui signifier qu'il claque la porte, définitivement. Et le pire, c'est que le président ne le sait pas encore. Les 24 heures qui s'ouvrent devant lui ne seront pas une simple transition. Elles seront une descente aux enfers, une mise à nu. La preuve brutale et publique qu'il est devenu dépendant de son premier ministre au point d'en perdre toute marge de manœuvre. Sébastien ne peut pas me faire ça. Le président tourne en rond dans son bureau, répétant ces mots comme une incantation. Jusqu'à la dernière seconde, il s'était accroché à une idée rassurante, ce n'est qu'une manœuvre. Un coup de bluff, une façon d'arracher de meilleures conditions. Mais la voix de Lecornu quelques minutes plus tôt ne laissait place à aucun doute. Le ton était glacial, définitif. C'était bel et bien fini. Pendant ce temps, l'information s'échappe déjà des murs du palais. BFM TV dégaine la première, un flash spécial en lettres rouges balance la nouvelle à la France entière, le Premier ministre démissionne. En quelques minutes à peine, toutes les rédactions sont en ébullition. Une onde de choc traverse le paysage politique. À l'Élysée, c'est la panique pure. Alexis Kohler, le secrétaire général, convoque en urgence une cellule de crise dans le Salon doré. Une dizaine de conseillers, le visage tendu, écoutent son verdict tomber. Nous avons peut-être 48 heures, pas plus. Au-delà, la situation devient ingérable. Pendant que la cellule de crise s'organise, Macron lui est déjà pendu au téléphone. Trouver un remplaçant. Vite, très vite. Mais voilà la question qui s'impose à lui, est bien plus épineuse qu'il ne l'imaginait, qui sérieusement peut succéder à Lecornu, premier nom, qui jaillit dans son esprit. « Passez-moi Édouard Philippe !» L'ordre claque sec lancé à son secrétariat. Et sur le papier, le choix coule de source. L'ancien locataire de Matignon, désormais maire du Havre, coche toutes les cases, l'expérience, le respect des institutions, cette capacité rare à fédérer bien au-delà du camp présidentiel. 9h30, Philippe décroche. « Emmanuel, j'ai appris pour Sébastien. C'est regrettable. » Le ton est courtois mais distant. Macron passe en mode supplication. « Édouard, j'ai besoin de vous. La France a besoin de vous. » Et si la réponse tombe polie mais tranchante comme une lame, « Monsieur le Président, ma place est au Havre. Je vous souhaite sincèrement de trouver la bonne personne, mais ce ne sera pas moi. » Premier refus. Le président encaisse mais ne s'effondre pas. Il rebondit immédiatement comme un boxeur qui refuse le chaos. Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a tout pour lui, l'expérience, la stature internationale, le poids politique. 20 heures. Le maire est à Bruxelles en plein conseil des ministres européens. Macron compose son numéro personnel. Pas de protocole, pas d'intermédiaire. Bruno rentrez tout de suite. J'ai une proposition à vous faire. Et là encore, le couperet s'abat. Emmanuel, je vous suis loyal, vous le savez. Mais Matignon, ce n'est pas pour moi. Je préfère rester à Bercy. Si. Dans les couloirs de l'Élysée, l'inquiétude commence à se transformer en quelque chose de plus sourd, de plus inquiétant. Si même nos collaborateurs les plus proches refusent, qui va accepter? S'interroge un conseiller à voix basse. La question reste suspendue dans l'air sans réponse. 20h30, le président change de stratégie. Direction Gérald Darmanin. Lui, au moins, on le sait, Matignon, il en rêve depuis des années. Logiquement, il devrait sauter sur l'occasion. Darmanin est en pleine réunion préfectorale à Lille quand le téléphone sonne. L'Élysée. Monsieur le Président, c'est un honneur immense, mais accordez-moi 24 heures de réflexion. C'est une décision qui engage une vie entière. Pas un refus, mais pas non plus le « oui » immédiat que Macron espérait désespérément. Et le président le sent physiquement, viscéralement, sa position s'effrite heure après heure. Pendant ce temps, les chaînes d'infos tournent en boucle, programmes spéciaux à la chaîne. Les bandeaux défilent, le président face au défi de sa vie politique. Qui pour remplacer l'irremplaçable? À l'Élysée, dans son bureau, Macron parcourt fébrilement sa liste de contacts en barrant mentalement les noms à mesure. Elisabeth Borne, trop associée aux échecs des dernières années. Gabriel Attal, trop jeune, pas assez de bouteilles. Marlène Schiappa, impensable vu le contexte. La liste s'amincit.
dangereusement. 21h30, nouvelle salve. Cette fois, c'est vers François Bayrou que Macron se tourne, l'allié historique du MoDem, fidèle au poste depuis 2017 à la tête du Haut Commissariat au Plan. Stature, expérience, légitimité, tout y est. Le président tente sa chance presque par réflexe. François, j'ai besoin de vous. Oh. La réponse arrive enrobée d'affection mais ferme comme du marbre. Emmanuel, vous savez à quel point je vous suis dévoué. Mais à 75 ans, Matignon, ce serait une épreuve physique que je ne peux plus me permettre. Et mes électeurs de Pau ne le comprendraient pas. Troisième refus. Et là, on bascule. On ne parle plus de complications, on parle de crise. Il est presque 22 heures et le président de la République française n'a toujours pas de successeur à proposer. C'est alors qu'Alexis Kohler intervient prudemment. Monsieur le Président, je crois qu'il faut changer de logiciel, sortir des profils politiques, aller chercher un technocrate, un haut fonctionnaire, quelqu'un de moins exposé. 22h15. Macron tente Jean Castex. L'ancien premier ministre devenu maire de Prades connaît la maison Matignon par cœur. Jean, la République a besoin de votre expérience. Réponse immédiate presque douloureuse à entendre. Emmanuel, j'ai déjà donné. Vous ne mesurez pas ce que ça coûte. Ma famille a payé le prix fort. Je ne recommencerai pas. Quatrième refus. Le compteur s'affole. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, les conseillers ne se cachent même plus. La panique commence à transpirer dans leur voix. Et si on ne trouvait personne, chuchote l'un d'eux, posant tout haut la question que tout le monde refuse de formuler. Désespéré, le président tente alors un coup audacieux. Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit, figure respectée de la droite républicaine, pourrait incarner l'ouverture, le rassemblement, le grand geste. Michel, la France traverse une crise. Votre expérience européenne serait précieuse. Ici. Barnier écoute, puis tranche avec cette élégance froide qu'on lui connaît. « Monsieur le Président, je suis profondément honoré. Mais à mon âge, ce défi serait trop lourd. Et de toute façon, mon parti, les Républicains, ne le comprendrait jamais. » Cinquième refus. Il est presque 23 heures. Le président de la République est sans premier ministre depuis bientôt 5 heures. Une éternité à l'échelle politique. Et pendant que l'Élysée s'enfonce dans le chaos dehors, c'est l'enfer. Les réseaux sociaux explosent littéralement. Sur Twitter, le hashtag Macron en panique s'envole en trending topic. Les oppositions, elles n'attendent pas une seconde de plus pour planter leur banderille. Marine Le Pen dégaine en premier. Macron découvre qu'il est seul. Personne ne veut porter sa politique d'échec. Cinglant, précis. Jean-Luc Mélenchon enchaîne dans son style. Le roi nu cherche désespérément des courtisans, mais qui voudraient hériter d'un tel bilan catastrophique. Et le pire, c'est que ces phrases ne sont pas de simples pics d'opposition. Elles décrivent presque cliniquement ce qui est en train de se passer derrière les murs du palais. 23h30. Dans le bureau présidentiel, le silence est devenu pesant. Macron ne tient plus debout. Il se laisse tomber dans son fauteuil, les épaules basses, le regard vide. Et là, il lâche cette phrase presque à voix blanche à l'attention d'Alexis Kohler. « Comment sommes-nous arrivés là, Sébastien? C'était notre pilier. Notre seul vrai repère. Sans lui, nous n'avons plus personne. » Cette phrase-là, lâchée dans l'intimité d'un bureau, dit absolument tout. Elle révèle sans filtre l'ampleur réelle du désastre. En 18 mois, Lecornu n'était pas simplement devenu Premier ministre, il était devenu indispensable. C'était lui qui éteignait les incendies, lui qui négociait dans les couloirs de l'Assemblée, lui qui portait sur ses épaules les dossiers explosifs que personne ne voulait toucher. Et son départ brutal ne laisse pas un vide, il laisse un gouffre. Minuit pile. Une dernière tentative, Macron compose le numéro de Catherine Vautrin, ministre déléguée au territoire. Catherine, vous avez l'expérience du local et du national. C'est précieux. Réponse presque immédiate et toujours la même musique. Monsieur le Président, je suis profondément touché par votre confiance. Mais je ne me sens pas prête pour Matignon. C'est trop lourd pour moi. Sixième refus. 6. À ce stade, ce n'est plus une série noire, c'est un effondrement systémique. 0h30, le président est à bout, vidé. Il se lève péniblement, abandonne le combat pour la nuit. Nous reprendrons demain matin, quelqu'un finira bien par accepter. Une phrase prononcée plus pour se rassurer que par conviction. Mais le sommeil lui ne viendra pas. Allongé dans la pénombre, Macron passe ses heures interminables à dérouler le film des derniers mois. Les crises traversées avec Sébastien.
les nuits blanches partagées, la complicité presque fraternelle qui s'était installée entre eux. Et cette question lancinante qui revient encore et encore, comment a-t-il pu ne pas voir venir? 6 heures, le jour pointe à peine et Macron est déjà debout depuis 1 heure étalant les journaux du matin sur son bureau. Une à une, les unes défilent sous ses yeux et toutes, absolument toutes, racontent la même histoire, la sienne. Le président en quête d'un premier ministre introuvable. L'Élysée dans la tourmente. Pas une seule échappatoire. Le naufrage est en première page partout. Un conseiller pénètre dans le bureau dossier sous le bras, le visage grave. Monsieur le Président, on a un problème supplémentaire. Les marchés s'affolent. L'euro chute face au dollar. Il faut stabiliser tout ça et il faut le faire maintenant. Maintenant. Le mot tombe comme un couperet. 7h30. Le président reprend ses appels. Mais cette fois, on sent qu'il racle les fonds de tiroir. Il élargit le casting à des profils de second rang, des noms qui ne devraient même pas figurer sur la liste. Stéphane Travert, l'ancien ministre de l'Agriculture, Jacqueline Gouraud, ex-ministre de la Cohésion des Territoires, et même Marlène Schiappa, malgré toutes les réticences évoquées la veille. Et le résultat, là encore, est sans appel. Tous déclinent, polis mais fermes. La gravité de la crise, l'instabilité politique, l'effondrement des sondages présidentiels, tout cela suffit à dissuader même les plus ambitieux. Personne ne veut grimper sur ce navire qui prend l'eau. 8 heures. Et c'est là exactement à ce moment-là que Macron commence à réaliser l'impensable. Ce que son cerveau refusait d'envisager depuis 13 heures. Personne ne veut succéder à Lecornu. Pas un nom, pas un volontaire, pas un seul. C'est alors qu'un conseiller, timidement presque en retenant son souffle, ose poser la question interdite. « Monsieur le Président, et si on rappelait Sébastien, peut-être qu'il accepterait de revenir sur sa décision. » Silence. Un silence gêné lourd qui s'installe dans la pièce parce que tout le monde comprend ce que cette suggestion implique vraiment. Rappeler Lecornu après 12 heures de chasse au trésor infructueuse, ce n'est pas une manœuvre tactique, c'est un aveu d'échec total. C'est reconnaître devant ses propres collaborateurs qu'il est absolument viscéralement dépendant de son premier ministre. 8h30, le combat intérieur est terminé. L'orgueil présidentiel, ce moteur qu'il avait porté jusqu'à l'Élysée à 39 ans, vient enfin de céder. La réalité politique a gagné. Macron lève les yeux et murmure ces 2 mots qui marquent le début de sa capitulation, appelé Sébastien. Alexis Kohler hésite. Une dernière fois, il connaît son patron et il sait exactement ce que cet appel va déclencher. « Monsieur le Président, êtes-vous absolument certain, vous savez que cela va se savoir, tout va se savoir. » Le regard de Macron se durcit, la voix tombe sèche sans appel, appelez-le. Quelques secondes plus tard, la communication est établie. À l'autre bout du fil, le ton est presque détendu. « Bonjour Emmanuel. » Macron prend une inspiration. Sébastien, nous devons parler cette démission. Il y a peut-être moyen de trouver un arrangement. Mais Lecornu, lui, ne cède pas d'un pouce. Emmanuel, ma décision est prise. Je vous ai expliqué mes raisons hier soir. Et là, il se passe quelque chose d'historique. Quelque chose qui ne s'était jamais produit depuis le début de son quinquennat. Le président de la République française se met à supplier l'un de ses propres collaborateurs. Mais Sébastien, la France a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Ces dernières heures m'ont fait comprendre à quel point vous étiez indispensable. Cette phrase prononcée à voix nue vaut tous les aveux. Toute la stature présidentielle vient de s'effondrer en une seule seconde. 9 heures, la conversation s'éternise, Macron déroule tous ses arguments, l'intérêt national, la stabilité institutionnelle, l'urgence des dossiers brûlants. Et de l'autre côté, Lecornu écoute, calme, patient. Comme un joueur d'échecs qui voit son adversaire pousser ses pièces dans le vide. Emmanuel finit-il par lâcher, vous me demandez de revenir sur une décision longuement mûrie. Il faudrait des garanties, des changements substantiels dans notre façon de travailler ensemble. Et c'est là exactement là que tout bascule. Cette phrase, c'est une porte entrouverte, minuscule, mais bien réelle. Et Macron désespéré s'y engouffre tête baissée. 9h45. Quelle garantie, Sébastien, dites-moi ce qu'il faut changer et nous le changerons. Voilà, c'est dit. La capitulation est désormais totale sans la moindre ambiguïté. Le chef de l'État français est en train de négocier sa propre survie politique avec son premier ministre démissionnaire. Et Lecornu, lui, ne se prive pas.
Il pose ses conditions méthodiquement point par point. Plus d'autonomie dans la composition de son gouvernement, un droit de veto sur certaines décisions présidentielles, la garantie absolue de ne plus jamais être désavoué publiquement. Et la réponse de Macron tombe immédiatement sans même un instant de réflexion. Accordé. Tout ce que vous voulez. Sébastien, entrez à Matignon. 10h30. Je vais réfléchir, répond pourtant Lecornu presque nonchalamment. Laissez-moi quelques heures. Et même cette phrase-là, cette simple promesse de réflexion est déjà perçue comme une victoire à l'Élysée. Après 13 heures de panique pure, Macron entrevoit enfin peut-être une sortie de crise. Dans les couloirs présidentiels, le soulagement est désormais palpable, presque visible. Les épaules se relâchent. Les conseillers chuchotent. Sébastien va accepter, c'est sûr, il ne peut pas laisser tomber le président comme ça. Mais l'attente, elle recommence. Et Lecornu, lui, se fait désirer, délibérément. Il mesure parfaitement le poids nouveau qu'il a entre les mains. Chaque minute qui passe le rend plus fort. Nouvel appel. Macron fébrile. Sébastien, avez-vous pris votre décision? Réponse mesurée, presque suave. J'y réfléchis encore, Emmanuel. C'est une décision importante. 12h30. Les médias commencent à flairer le retournement. Sur BFM TV, le bandeau change. Source concordante à l'Élysée, des négociations seraient en cours. L'information se répand comme une traînée de poudre. Troisième appel de la journée. Macron n'a plus le luxe de la patience. Sébastien, les marchés sont nerveux. L'opposition attaque de tous les côtés. Il faut que vous reveniez. Et là, Lecornu pose une dernière fois la barre bien haut. Emmanuel, si je reviens, ce sera à mes conditions. Plus jamais de désaveu public. Plus jamais de décision prise sans me consulter. C'est entendu, Sébastien. Vous aurez toute ma confiance. 13h30. Le verdict tombe enfin. Très bien, je retire ma démission. Mais n'oubliez pas nos accords. Cette dernière phrase, et n'oubliez pas nos accords, n'est pas une formule en l'air, c'est un avertissement, une marque de territoire. L'annonce officielle déclenche immédiatement un véritable séisme politique. Moins de 24 heures après avoir claqué la porte, Sébastien Lecornu reprend ses fonctions de Premier ministre, mais ce Lecornu qui rentre à Matignon n'est plus le même que celui qui en était parti la veille. Cet homme-là est désormais bien plus puissant. Le communiqué officiel tombe sec, glacial, sans la moindre fioriture. Monsieur le Premier ministre retire sa démission et reprend ses fonctions au sein de la République française. 3 lignes, pas une de plus. Mais ces 3 lignes, c'est une bombe nucléaire qui vient d'exploser dans le paysage politique. Et l'onde de choc est immédiate. Sur les réseaux sociaux, c'est l'embrasement total. Les opposants n'attendent même pas une seconde pour transformer ce communiqué en arme. Le président a capitulé. 24 heures pour comprendre qu'il est nu sans son premier ministre. Les phrases tombent cinglantes partagées des milliers de fois en quelques minutes. 14h30. L'Élysée tente de reprendre la main. Conférence de presse improvisée. Improviser, le mot est faible, on dirait plutôt bricolé dans l'urgence. Et quand Macron arrive face aux caméras, le visage trahit immédiatement ce qu'il essaye de cacher. Marqué, cerné, fatigué. Il se lance la voix mal assurée. Les circonstances ont évolué. Le Premier ministre a accepté de poursuivre sa mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais les journalistes, eux, ne sont pas dupes et leurs questions tombent comme des coups de poignard. Monsieur le Président, n'avez-vous pas été humilié par votre Premier ministre? Comment expliquez-vous qu'aucune personnalité politique n'ait accepté de prendre sa place? Macron tente d'esquiver comme il peut avec une formule toute faite. La politique, c'est l'art du possible. Nous avons trouvé la meilleure solution pour la France. Sauf que personne, absolument personne, n'achète cette version-là. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les députés sont littéralement bouche bée. Les conversations s'interrompent à chaque écran qui annonce la nouvelle. Un élu de l'opposition résume tout en 2 phrases assassines. Le président vient de montrer sa faiblesse absolue. Il est devenu l'otage de son propre premier ministre. Et le pire, c'est que cette analyse n'est même plus contestée, y compris dans les rangs de la majorité. 15h30, Lecornu fait son retour à Matignon. Et là, c'est de la pure mise en scène. Devant l'hôtel du Premier ministre, les caméras sont massées en rang serré. Quand il descend de la voiture, il est souriant, détendu, presque amusé. Il salue les journalistes d'un signe de la main, mais ne fait aucune déclaration. Pas un mot.
Et ce silence-là, croyez-moi, est 1000 fois plus éloquent que n'importe quel discours. Parce qu'il dit une seule chose: je n'ai plus rien à prouver, je viens de démontrer mon indispensabilité absolue dans son bureau. À peine arrivé, le cornu reçoit déjà les félicitations de ses collaborateurs. L'ambiance est presque celle d'une fête. Monsieur le Premier ministre lui glisse l'un d'eux avec un sourire en coin: vous venez de donner une leçon de pouvoir au président de la République. La phrase est faite pour rire, mais tout le monde sait qu'elle est rigoureusement exacte. 16h30. Premier conseil des ministres après la crise. Et l'atmosphère dans la salle est littéralement électrique. Macron tente de faire comme si rien ne s'était passé, comme si on revenait à un conseil ordinaire, mais tout le monde autour de la table sait que c'est faux. Quelque chose a changé profondément. L'équilibre des pouvoirs vient de basculer. Le cornu n'est plus simplement Premier ministre, il est devenu autre chose, l'homme indispensable, celui sans qui plus rien ne fonctionne. Et tout le monde dans cette pièce l'a parfaitement compris. Les premières analyses politiques tombent dès le début de soirée. Et elles sont d'une dureté féroce. Un éditorialiste du Figaro résume: le président vient de perdre toute autorité. En 24 heures, il a démontré qu'il était incapable de gouverner sans son Premier ministre. Voilà, c'est noir sur blanc. Imprimé, définitif, 17h30. Du côté de l'opposition, on a sorti le popcorn. On exploite cette faiblesse jusqu'à la dernière goutte. Marine Le Pen donne le coup d'envoi sans détour. Macron est fini. Il vient de prouver qu'il est un président fantoche manipulé par son Premier ministre. Et derrière Mélenchon enchaîne avec sa férocité habituelle. Cette crise révèle la vraie nature du macronisme. Un homme seul, sans réseau, totalement dépendant de son entourage. 18h. Un sondage express tombe et les chiffres sont une véritable claque. La cote de confiance d'Emmanuel Macron s'effondre de 8 points en une seule journée. 8 points, mais le plus extraordinaire. Le plus paradoxal, c'est que celle de Le Cornu, elle progresse. Le bourreau est la victime en quelque sorte. Et le public, lui, ne s'y trompe pas. 18h30. Dans le bureau présidentiel, Macron tente de faire le bilan de cette journée apocalyptique avec ses plus proches conseillers. Alexis Kohler, fidèle au poste, essaie de positiver comme il peut. « Monsieur le Président, nous avons évité le pire. Sébastien est revenu, le gouvernement est stable. » La phrase se veut rassurante, mais elle a malgré elle quelque chose de terriblement triste, parce qu'elle dit en creux que le seul critère de succès qui reste désormais, c'est d'avoir évité l'apocalypse. Mais Macron, lui, n'a pas le cœur à ses consolations de fin de soirée. Il regarde Alexis et la réponse qui sort de sa bouche est d'une amertume terrible. « Alexis, j'ai passé 24 heures à supplier tous mes anciens ministres de venir m'aider. Tous. Et tous ont refusé. Puis j'ai dû implorer Sébastien de revenir. C'est la pire humiliation de toute ma carrière politique. » Cette phrase-là, prononcée à voix presque tremblante dans le silence d'un bureau, vaut tous les bilans d'experts, parce que c'est l'aveu pur, l'aveu nu, sans filtre. Et déjà, les conséquences concrètes de cette crise commencent à se dessiner. Le cornu fort de sa position renforcée, colossalement renforcée, passe à l'offensive. Il convoque ses propres collaborateurs et annonce plusieurs changements dans l'organisation du gouvernement. Le ton est nouveau, presque solennel. Désormais, toutes les décisions importantes passeront par Matignon. L'Élysée devra nous consulter avant toute annonce majeure. C'est une révolution silencieuse, mais une révolution quand même. Sans tambour, sans manifeste public, le Premier ministre vient de prendre le contrôle effectif du gouvernement. La verticale du pouvoir est en train de basculer et personne ne lève la main pour s'y opposer. 19h30. Et c'est là que Macron, dans son propre bureau, découvre avec une amertume glacée les nouvelles règles du jeu. Le téléphone sonne. C'est Le Cornu. Le ton est presque amical. Presque. Emmanuel, j'ai vu que vous souhaitiez annoncer la réforme des retraites demain. Il faudrait qu'on en discute d'abord, vous et moi. Voilà. Tout est dit dans cette petite phrase polie. Le président de la République française doit désormais demander la permission à son propre Premier ministre. C'est presque incroyable à formuler à voix haute. Et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Dans les rédactions, les journalistes politiques sont littéralement médusés. Ils analysent cette redistribution des cartes en temps réel et l'expression qui revient le plus souvent sortie de la bouche d'un spécialiste des institutions
est terriblement parlante. Le Premier ministre vient de réaliser un coup d'État constitutionnel. Pas un coup d'État militaire, pas un coup d'État avec des chars dans la rue, non. Beaucoup plus subtil, beaucoup plus efficace. Un coup d'État institutionnel par téléphone depuis Matignon, 20h30. À ce stade, l'humiliation présidentielle est totale, complète, sans la moindre nuance possible. En 24 heures à peine, Macron est passé du statut de président tout-puissant à celui d'otage politique de son propre premier ministre. C'est presque un cas d'école, un cas qui sera étudié, j'en suis convaincu, dans toutes les facultés de sciences politiques pour les décennies à venir, ce soir-là quand le président se couche enfin. Il mesure véritablement l'ampleur de sa défaite. Il s'allonge dans le silence et la même pensée tourne en boucle dans sa tête. Il avait voulu se séparer de Lecornu. Il avait voulu reprendre la main. Et finalement, c'est Lecornu qui a pris le contrôle. Le piège s'est refermé. Et avec une élégance redoutable. Ces 24 heures qui ont suivi la démission resteront dans l'histoire de la République. Pas comme une simple crise gouvernementale parmi d'autres. Non. Comme le moment précis où un président a perdu tout pouvoir réel contraint de supplier son premier ministre de bien vouloir gouverner avec lui. Et 3 mois plus tard, la situation n'a pas bougé d'1 millimètre. Cette crise continue de structurer toute la vie politique française. Macron n'a jamais récupéré son autorité perdue. Lecornu lui gouverne en maître absolu, prenant toutes les décisions importantes du plus petit arbitrage au plus grand dossier stratégique. La formule qui circule à l'Assemblée résume tout avec une cruauté chirurgicale. C'est Lecornu qui préside, Macron qui suit. 6 mots et tout est dit. 6 mois plus tard, sommet européen. Et cette fois, ce n'est plus seulement la presse française qui le remarque, c'est l'ensemble des dirigeants étrangers. La faiblesse présidentielle est désormais visible aux yeux de tous. Un dirigeant européen en aparté lâche cette confidence assassine à un journaliste. Le président français ne décide plus rien. Si vous voulez obtenir quelque chose, ce n'est plus à lui qu'il faut s'adresser. C'est à son premier ministre. Voilà. La phrase circule, elle se répand, et elle finit par devenir la grille de lecture officieuse de toutes les chancelleries européennes. Ces 24 heures de panique, ces 24 heures de capitulation ont laissé des traces durables, profondes, quasi indélébiles. Macron sort affaibli pour longtemps. Lecornu, lui, s'est transformé en homme fort du régime. Et au passage, c'est tout le système politique français qui se retrouve exposé avec ses failles béantes mises en pleine lumière. Cette crise, il faut le dire clairement, restera comme l'une des plus significatives de toute la Ve République. Pas une parmi d'autres. Une des plus marquantes. Le moment précis où un président découvre à ses dépens qu'il n'est rien sans son Premier ministre. Et le moment où symétriquement un Premier ministre comprend qu'il peut tout obtenir à condition simplement de savoir dire non. Au bon moment, au bon endroit, histoire vraie d'une capitulation présidentielle, 24 heures chrono. Et un an après ce séisme traumatisant, le constat est sans appel, Macron n'est toujours pas remis. Pas du tout. Dans l'intimité, loin des caméras, loin des conseillers, il se confie parfois à ses proches. Et ces confidences-là, elles font froid dans le dos. Ces 24 heures m'ont appris que je n'étais rien sans Sébastien. C'est la leçon la plus dure de toute ma vie politique. Cette phrase prononcée à voix basse révèle toute l'ampleur du traumatisme. L'homme qui avait conquis l'Élysée à 39 ans, l'homme qui avait défié tous les codes établis, l'homme qui se voyait en réformateur invincible. Cet homme-là vient de découvrir brutalement sa fragilité absolue. Et physiquement, ça se voit. Un proche du président le résume avec cette phrase glaçante « Emmanuel a vieilli de 10 ans en une seule nuit. Cette crise l'a cassé, psychologiquement. » Il ne s'est jamais remis de cette démonstration publique de faiblesse. 10 ans en une nuit, c'est exactement la vérité. Et ça se voit sur son visage, sur sa démarche, sur sa voix. Mais le changement le plus visible, le plus impressionnant, c'est dans son comportement quotidien. Macron, l'homme autrefois connu pour son côté impulsif, presque autoritaire, celui qui tranchait sans demander l'avis de personne, est devenu un autre homme. Désormais, il consulte Lecornu systématiquement, pour chaque décision importante, pour chaque annonce, pour chaque virage politique. Un ministre sous couvert d'anonymat témoigne avec une lucidité brutale, il a peur de le contrarier. C'est aussi simple que ça. Emmanuel redoute qu'une nouvelle crise éclate.
Il marche sur des œufs avec Sébastien, constamment. Cette dynamique nouvelle, c'est tout simplement un bouleversement complet du fonctionnement traditionnel de la Ve République. Une république dans laquelle, en théorie, le président décide et le premier ministre exécute, et qui se retrouve dans la pratique totalement inversée. Le premier ministre, traditionnellement, c'est l'homme de l'ombre, le second couteau, celui qui exécute pendant que le président lui incarne. Eh bien, cette logique-là, vieille de plusieurs décennies, vient d'être pulvérisée. Le cornu n'est plus dans l'ombre de qui que ce soit, il est devenu l'égal de Macron. Et certains diraient même son supérieur. Un député de l'opposition résume tout cela avec une formule cruelle, presque chirurgicale. Le cornu gouverne, Macron accompagne. 4 mots. Et cette formule-là, croyez-moi, elle circule, elle se propage, elle finit par devenir le mantra non officiel de tous les couloirs du pouvoir parisien. Mais ce qui est vraiment fascinant et inquiétant, c'est que les conséquences de cette crise débordent largement les frontières françaises. Lors du sommet du G7 en Italie, 6 mois après l'épisode, les autres chefs d'État remarquent immédiatement quelque chose. Joe Biden, en aparté, glisse à ses conseillers une observation étonnamment précise. Emmanuel semble diminuer. Il consulte constamment son téléphone, probablement pour demander l'avis de son premier ministre sur chaque sujet. Angela Merkel, pourtant connue pour sa discrétion légendaire, fait elle aussi le même constat. Le président français n'est plus le même homme, cette crise l'a profondément marqué. Quand des dirigeants de cette envergure remarquent et commentent votre faiblesse, vous savez qu'il y a un vrai problème. Et cela révèle une chose simple, l'humiliation présidentielle a largement dépassé les frontières françaises, elle est devenue un sujet de conversation diplomatique mondiale. Et la conséquence directe, c'est que la crédibilité de la France sur la scène mondiale en prend un coup terrible. Un diplomate européen résume avec une lucidité glaçante: quand le président d'un pays est à la merci de son premier ministre, ce n'est pas seulement le président qui perd en influence, c'est la nation entière. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais regardons l'autre côté de la médaille. Du côté de Lecornu, cette crise a révélé un homme politique d'une efficacité tactique absolument redoutable. En l'espace de 24 heures, il a réussi à inverser complètement le rapport de force avec l'Élysée. 24 heures, pas 24 mois, pas 24 semaines, 24 heures chrono. Un ancien premier ministre qui sait de quoi il parle observe avec une admiration à peine dissimulée: Sébastien a joué une partie d'échecs magistrale, il a fait comprendre à Macron qu'il était indispensable. Et maintenant, il gouverne avec une autorité que peu de ses prédécesseurs ont jamais connue. Une autorité que peu de ses prédécesseurs ont jamais connue. Cette phrase à elle seule dit beaucoup. Et concrètement, cette autorité nouvelle se traduit comment? Eh bien, par un transfert massif et silencieux du pouvoir. Tous les dossiers importants, tous sans exception, passent désormais par Matignon. L'Élysée lui est devenu autre chose. Quoi exactement? Un conseiller de Lecornu le résume d'une manière qui devrait normalement faire scandale: nous préparons les arbitrages à Matignon. Ensuite, nous les transmettons à l'Élysée pour validation. Mais soyons honnêtes, la validation présidentielle n'est qu'une formalité. Une formalité. Le mot est lâché. L'Élysée est devenue une chambre d'enregistrement. Cette inversion totale des rôles constitutionnels commence à inquiéter sérieusement les spécialistes du droit. Dominique Rousseau, l'un des plus grands constitutionnalistes français, sonne l'alarme publiquement. Nous assistons à une véritable dérive du régime. Le Premier ministre devient de facto le chef de l'exécutif. De facto. C'est-à-dire dans les faits, dans la réalité quotidienne, même si la Constitution dit officiellement le contraire. Mais cette situation, croyez bien que Lecornu, lui, ne va pas s'en plaindre. Au contraire, fort de cette légitimité nouvelle, il impose sa vision politique sans la moindre contrainte présidentielle. Un politologue fin observateur de la scène française résume parfaitement la chose. Sébastien a compris une vérité simple: Macron est faible. Et il en profite pour gouverner comme il l'entend, avec une liberté totale. Une liberté totale. Et cette liberté-là se manifeste partout, sur tous les fronts: politique, économique, social, international. Lecornu décide, Macron suit. C'est devenu le nouveau rythme du pouvoir. Mais l'exemple le plus frappant, le plus emblématique, c'est sans doute la réforme des retraites de septembre 2026. Macron lui voulait un report à 65 ans, c'était sa ligne, sa conviction.
Lecornu lui préférait 64 ans. Et devinez laquelle des deux versions a été adoptée, celle de Lecornu, sans la moindre discussion publique, sans débat. Adopté point. Un journaliste raconte la scène et elle est ahurissante. Le président a proposé 65 ans le matin. L'après-midi du même jour, il annonçait 64 ans. Entre-temps, Lecornu lui avait simplement fait changer d'avis. Quelques heures, un coup de téléphone sans doute, et la position officielle du président de la République française a basculé. Voilà la nouvelle réalité du pouvoir. Voilà le visage du nouveau régime. Cette petite anecdote sur le passage soudain de 65 à 64 ans n'a l'air de rien. Mais elle illustre absolument tout. La nouvelle hiérarchie gouvernementale s'y dévoile sans filtre. Lecornu impose, Macron s'adapte. Voilà la formule, voilà la mécanique du nouveau pouvoir. Et l'opposition, évidemment, ne va pas se priver. Elle se jette sur cette faiblesse comme on se jette sur une proie blessée. Marine Le Pen multiplie les attaques publiques et chaque phrase fait mouche. Le président n'est plus qu'un président fantoche manipulé par son premier ministre. Mélenchon, dans son style si particulier, enfonce le clou avec une formule devenue célèbre. Nous avons désormais un régime à deux têtes, mais une seule qui pense celle du premier ministre. Et le pire, c'est que ces attaques cinglantes, pourtant excessives sur le papier, touchent juste. Elles ne font même plus débat, parce que tout le monde à droite comme à gauche a compris la même chose. Macron ne parvient plus à incarner l'autorité présidentielle traditionnelle de la Ve République. Le rôle, le costume, la posture du président, tout cela, il ne peut plus le porter. Un chroniqueur résume la situation avec une formule ironique, mais terriblement juste. Le président souffre de ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Stockholm politique. Il est devenu psychologiquement dépendant de celui-là même qui l'humilie au quotidien. Et cette dépendance, elle ne se cache même plus. Elle est visible dans absolument tous les grands événements politiques. Prenons l'exemple des vœux présidentiels de 2027. Un moment normalement sacré. Le moment où le président seul face à la nation pose sa parole. Eh bien, cette année-là, Macron a consulté Lecornu jusqu'à la dernière minute. Un conseiller révèle « Le discours a été relu, corrigé, validé par Matignon. Le président n'ose plus s'exprimer publiquement sans l'aval de Sébastien. Sans son aval. Pour des vœux aux Français. Diffusés dans tous les foyers de la République. Cette situation à proprement parler est ubuesque et elle pose une question fondamentale: quelle est encore la nature réelle du pouvoir sous la Ve République? Un président élu au suffrage universel direct par des dizaines de millions de Français est-il vraiment devenu l'otage d'un Premier ministre simplement nommé par lui-même? L'historien Jean Garrigues, qui connaît la République par cœur, ne mâche pas ses mots. C'est tout simplement une première dans toute l'histoire républicaine. Jamais, je dis bien jamais, un président n'avait été à ce point dominé par son Premier ministre. Une première historique, c'est le mot, pas une exagération de commentateurs, une réalité documentée. Et le plus stupéfiant, c'est que cette domination s'exerce jusque dans les détails les plus prosaïques, les plus insignifiants en apparence. Lecornu choisit les invités des dîners officiels de l'Élysée. Lecornu valide l'agenda présidentiel. Lecornu supervise les déplacements. Tout, absolument tout passe par lui. Un huissier de l'Élysée, quelqu'un qui voit tout, qui entend tout parce que c'est son métier, témoigne sous couvert d'anonymat avec une phrase qui devrait nous glacer. Le Premier ministre contrôle tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même les menus des repas officiels doivent désormais passer par Matignon avant d'être validés. Les menus, vous avez bien entendu, les menus des repas officiels du palais présidentiel. Cette microgestion presque maniaque, ce n'est pas anodin. Elle révèle la véritable ampleur de l'emprise du Premier ministre sur l'ensemble de l'appareil présidentiel. Plus rien du tout n'échappe à son contrôle. Face à ce naufrage qui dure, qui s'installe, qui devient la nouvelle norme, l'entourage historique de Macron commence sérieusement à s'inquiéter. Le cercle rapproché, ceux qui sont là depuis 2017, depuis les premières heures du macronisme, Alexis, Kohler, Ismaël, Émélien, Sibeth Ndiaye. Tous sans exception font le même constat amer. Leur champion s'affaisse, dramatiquement. L'un d'eux finit par lâcher cette confidence et elle est terrible. Emmanuel n'est plus le même homme, cette humiliation l'a brisé. Il doute de tout désormais, même de ses plus proches collaborateurs. Doute, c'est le mot-clé. Et cette crise de confiance généralisée, cette suspicion permanente qui s'installe, paralyse littéralement l'action présidentielle. Macron hésite.
il tergiverse, il reporte les décisions difficiles. Lui, l'ancien jeune président qui fonçait tête baissée, qui assumait les ruptures sans état d'âme, il est devenu son exact opposé. Un ministre témoin direct observe avec une pointe de tristesse, le président qui fonçait tête baissée est devenu quelqu'un qui réfléchit trop longtemps. Et c'est presque un paradoxe cruel, cette prudence nouvelle, qu'on pourrait imaginer comme une force finit par le desservir totalement. Pourquoi? Parce que pendant que l'Élysée réfléchit, hésite, peaufine, Matignon lui tranche. Cette simple différence de tempo renforce encore jour après jour l'autorité de l'écornu. Un de ses conseillers résume cette philosophie d'une formule limpide. Le Premier ministre a compris une chose, la politique, c'est avant tout l'art de la décision rapide. Pendant que l'Élysée réfléchit, Matignon agit. Et cette philosophie de l'action immédiate, croyez-le ou non, séduit les Français. Des Français lassés, épuisés par les années d'indécision gouvernementale qui les avaient précédés. Et les sondages, eux, ne mentent jamais. Ils confirment cette préférence avec des chiffres absolument écrasants. 67% des Français font désormais plus confiance à l'écornu qu'à Macron pour prendre les bonnes décisions rapidement. 67% pour le président de la République, ces chiffres sont une véritable catastrophe industrielle. Ils ne mentent pas, ils ne s'interprètent pas. Ils confirment noir sur blanc l'inversion totale de popularité entre le chef de l'État et son Premier ministre. Un sondeur qui a vu défiler des décennies d'enquêtes d'opinion commente cette situation avec un mélange de stupéfaction et de respect professionnel. C'est tout simplement historique. Jamais dans toute l'histoire de la Ve République, un Premier ministre n'avait été aussi populaire et surtout aussi populaire au détriment direct de son propre président. Naturellement, cette popularité monstre alimente toutes les spéculations possibles sur l'avenir. Et la question revient en boucle. Dans tous les couloirs, dans toutes les rédactions, Lecornu futur candidat à la présidentielle de 2027, beaucoup le pensent, beaucoup le souhaitent même. La phrase qui circule désormais à l'Assemblée est sans appel, et même si Emmanuel décide de se représenter, il aura toutes les peines du monde à justifier sa candidature face à Sébastien. Et cette perspective-là, celle d'une candidature Lecornu, c'est exactement ce qui terrorise l'Élysée. Parce que ce serait pour Macron l'humiliation suprême, la cerise empoisonnée sur le gâteau d'une présidence ratée, être remplacé en bout de course par celui-là même qui l'aura dominé pendant tout le quinquennat. Un proche du président confie à voix basse, Emmanuel redoute cette éventualité plus que tout autre, parce qu'il sait au fond de lui que Sébastien possède désormais tous les atouts pour lui succéder. Tous les atouts. Et c'est précisément ça le pire. Et il faut bien le reconnaître, les atouts de Lecornu sont indéniables, indiscutables. La popularité massive auprès des Français, l'expérience gouvernementale accumulée pendant presque 2 ans à Matignon, le réseau politique tissé patiemment contact après contact, et surtout cette image d'efficacité qui colle désormais à sa peau comme une seconde nature. Un politologue résume parfaitement la fracture qui s'est creusée. Le Premier ministre incarne la compétence. Le président, lui, l'amateurisme. C'est cruel, mais c'est ainsi que les Français le perçoivent désormais. Et si l'élection présidentielle avait lieu demain matin, il n'y a aucun doute, Lecornu serait très largement favori. Cette analyse-là, ce n'est pas l'avis isolé d'un commentateur excentrique. Non. C'est le consensus partagé par de très nombreux observateurs. Et ce consensus révèle à lui seul l'ampleur du renversement politique qui s'est opéré en quelques mois à peine depuis cette crise historique. Le bilan à ce stade est sans appel. Macron a perdu toute autorité réelle, Lecornu gouverne en maître absolu, et la Ve République, elle vit une expérience institutionnelle absolument inédite, un cas que les manuels de droit constitutionnel devront bien intégrer un jour ou l'autre. Un historien politique conclut avec cette gravité qu'on prend pour parler des grands moments d'une nation. Ces 24 heures ont changé la France. Elles ont montré qu'un président élu démocratiquement peut être réduit à l'impuissance totale par son propre Premier ministre. Et c'est ainsi que l'histoire retiendra cette crise, pas comme une crise de gouvernement parmi d'autres, mais comme l'une des plus significatives de toute la Ve République. Le moment précis où un président découvre au prix d'une humiliation publique qu'il n'est rien sans son Premier ministre. Et le moment où symétriquement ce dernier comprend qu'il peut tout obtenir en sachant simplement dire non au bon instant. Récapitulons. Faisons le bilan simplement. Macron avait voulu gouverner seul à sa façon, sans entrave. Il s'est retrouvé finalement gouverné par un autre. Lecornu lui avait accepté de servir comme tout Premier ministre normal. Et il a fini par régner.
En 24 heures à peine, les rôles se sont inversés. Pour toujours. Cette leçon politique magistrale, elle restera gravée dans les mémoires et elle pose en filigrane une vérité dure à entendre. En démocratie, le pouvoir n'appartient pas nécessairement à celui qui est élu pour l'exercer. Le pouvoir appartient à celui qui sait au bon moment le prendre. Voilà la dure réalité que cette crise vient d'illustrer en grandeur nature devant tout un pays. Et c'est là que ça devient absolument fascinant, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous pensiez que c'était fini, détrompez-vous. 2 ans plus tard, de nouveaux éléments vont venir éclairer cet épisode d'une lumière complètement différente. Une lumière sombre. Très sombre. Mars 2028, un ancien conseiller de Matignon décide de prendre la plume. Et il publie un livre qui sera très vite un best-seller dans l'ombre du pouvoir. Et ce livre, croyez-moi, change tout. Il bouleverse complètement notre lecture de cette crise. L'auteur Jean-Baptiste Moreau y livre une révélation absolument explosive. La démission de Lécornu n'était pas du tout ce que l'on croyait. Elle n'avait rien d'un coup de sang spontané. Citation, « La démission n'était pas spontanée, pas du tout. Elle avait été soigneusement préparée, mise en scène, calibrée. L'objectif, tester la dépendance réelle du président et dans la foulée renforcer notre position de manière décisive. » Cette révélation, quand elle est rendue publique, fait littéralement l'effet d'une bombe. Et ce n'est pas tout. L'enquête judiciaire qui s'ouvre dans la foulée révèle quelque chose d'encore plus accablant, des enregistrements compromettants. Des conversations privées captées, on ne sait trop comment, dans lesquelles Lécornu se laisse aller. Et ce qu'il dit, c'est glaçant. Une phrase en particulier va faire le tour de la France entière. « Emmanuel est faible psychologiquement. Si je le pousse à bout, il cédera. » C'est sûr. Cette phrase-là, prononcée à voix basse dans un cercle restreint, dévoile tout. Le calcul froid, la manipulation pure, le mépris glacé envers un homme dont il était censé être le premier soutien. Ces mots à eux seuls achèvent de discréditer le Premier ministre. Définitivement. L'opinion publique, elle ne découvre plus un homme fort indispensable, redresseur de République. Non, elle découvre tout autre chose, un manipulateur cynique, un calculateur prêt à instrumentaliser les institutions de la République pour son seul profit personnel. Et le retournement est immédiat, brutal. La popularité de Lécornu chute de 15 points en quelques jours. 15 points, effacés, pendant que Macron lui bénéficie soudainement d'un véritable capital de compassion. La victime devient sympathique, le bourreau devient odieux. Mai 2028, le dénouement arrive. Après une confrontation orageuse à l'Élysée, on imagine la scène, on imagine les mots échangés. Lécornu démissionne. Mais cette fois pour de bon. Définitivement. Sans coup de théâtre, son retour en arrière. Son successeur, Gabriel Attal, incarne immédiatement le retour à la normale institutionnelle. Le retour à un fonctionnement classique de la Ve République, où le président préside et le Premier ministre exécute. L'ère de la manipulation est terminée. Aujourd'hui, 3 ans après cette crise historique, le bilan global est forcément nuancé. Plus complexe qu'il n'y paraissait à chaud, Macron a fini par récupérer son autorité présidentielle. C'est un fait, mais l'épisode l'a marqué profondément durablement. Un proche le résume avec lucidité. Emmanuel se méfie de tout le monde désormais. Il a appris à ses dépens qu'on peut être trahi par ses collaborateurs les plus proches, et cette leçon-là, on ne l'oublie jamais. Quant à Lécornu, celui qui à un moment semblait tenir la France entière dans le creux de sa main, il a tout simplement disparu de la scène politique nationale. Retiré dans sa Normandie natale, il évite soigneusement les médias. Plus d'interviews, plus de plateaux télé, plus de tribunes politiques. Le silence total. Un observateur résume sa chute avec une sentence sans appel. Le Premier ministre paie aujourd'hui le prix fort de ses manipulations. Il a perdu toute crédibilité politique. Pour toujours. Cette histoire, il faut le dire, restera comme un véritable cas d'école. La manipulation politique poussée à son extrême absolu. Elle illustre mieux que n'importe quel manuel 2 vérités à la fois. La première, un homme peut par la ruse prendre le contrôle effectif d'un État. La seconde, cette même ruse peut à tout moment se retourner violemment contre lui. Et au final, la leçon est limpide. En démocratie, la manipulation peut réussir, temporairement. Mais la vérité, elle finit toujours par triompher. Toujours. Et quand elle triomphe, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle balaie tout sur son passage sans exception, sans pitié. Cette affaire restera dans les annales politiques comme l'exemple parfait, peut-être le plus parfait de cette règle immuable de la démocratie.
Voilà. C'est l'histoire vraie d'une capitulation présidentielle en 24 heures chrono. L'histoire d'un homme qui voulait dominer et qui s'est fait dévorer par sa propre stratégie. L'histoire d'une république qui a vacillé mais qui au final a fini par retrouver son équilibre. Comme toujours,